On va débuter cette journée. Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle journée départementale de la lecture publique. Donc, journée départementale, voilà, vous savez, avant, j'allais dire, dans le temps, comme on dit, ça s'appelait les journées intersecteurs, et maintenant, ça s'est transformé en journée départementale, parce que voilà, on trouvait que c'était quand même un petit peu plus... ça donnait un petit peu plus de sens à notre action, et puis aussi à ce que vous représentez toutes et tous sur le territoire, les bibliothèques du département. Voilà, on parle de secteur pour travailler ensemble, mais à partir du moment où on est tous à se réunir, effectivement, on va parler d'action départementale et d'être ensemble pour discuter des mêmes questions et ce qui nous touche toutes et tous dans nos métiers. Donc voilà, pour commencer cette journée, je tenais à excuser Madame Christine Roimier, qui est vice-présidente à l'éducation, à la culture et au sport au conseil départemental, qui me prie de vous dire qu'elle est avec nous dans la pensée, mais effectivement, au dernier moment, et c'est pas des blagues, voilà, elle a été retenue avec d'autres collègues du département. Ils sont en déplacement un petit peu en dehors du département, et même en dehors de la France, parce qu'ils sont jusqu'à Bruxelles pour des questions d'emploi du temps. Ils sont allés plusieurs conseillers départementaux sur Bruxelles. Donc voilà, mais elle s'excuse et elle est avec nous. Voilà. Juste pour vous rappeler aussi un petit peu les objectifs des journées professionnelles, effectivement, ce que je vous disais, c'est de nous réunir ensemble pour parler du réseau, favoriser nos relations et les échanges entre les secteurs et les différentes structures du territoire, et puis former le réseau sur les pratiques de l'évolution du monde des bibliothèques. Aujourd'hui, le thème de notre journée, c'est médiathèque et partenaires. Pourquoi médiathèque et partenaires? Parce qu'effectivement, on est un petit peu... on n'est pas à la croisée des chemins, mais comme vous le savez toutes et tous, on est les collectivités qui gèrent les structures de lecture publique sont aujourd'hui confrontées à des fortes pressions financières, donc avec les difficultés financières qui en découlent. Et que voilà, on nous demande de mutualiser nos moyens, d'optimiser nos moyens. Et en même temps, chacun, dans nos métiers, on s'aperçoit qu'effectivement, le partenariat est de plus en plus fort. On fait des choses de plus en plus en dehors de nos sphères habituelles, j'allais dire cultureuses. Et donc, on est amené à travailler effectivement avec de plus en plus de partenaires qui sont peut-être moins dans nos champs spécifiques, mais en tout cas qui sont touchés aussi par la lecture publique et par les publics qui peuvent fréquenter nos lieux de lecture publique. Donc c'est bien aussi à un moment donné qu'on puisse en discuter et de voir aussi que nos bibliothèques sont des lieux, pas seulement des lieux de liens culturels, mais aussi de liens sociaux, et aussi des véritables lieux de liens citoyens sur nos territoires. Voilà. Donc je vais rapidement laisser la parole à Monsieur Claude Poissonneau, qui est ici aujourd'hui avec nous. Je tenais quand même aussi à présenter aujourd'hui, on a le privilège aujourd'hui d'avoir 2 représentants de l'Organisation internationale du développement des bibliothèques et de la littérature, donc voilà, qui sont là aujourd'hui, qui vont travailler un petit peu sur, voilà, qui vont faire un petit peu le retour de nos échanges. Ça nous permet d'avancer un petit peu. Donc je remercie Madame Linda Lindel et Thierry Nuslin, je sais pas, enfin Nuslin, merci. Et donc voilà, nous donnerons des références d'autres pays un petit peu avec leur regard qui portent et les synthèses, voilà, qu'ils feront sur cette journée. Voilà, donc je vous remercie. Juste le rappel, donc nous allons avoir l'exposé donc de Monsieur Claude Poissonneau. 10h55, on va essayer de se tenir. Donc le retour, un petit peu le premier retour de Linda Lindel et Thierry Nuslin. 11h10, nous aurons une table ronde partenariat médiathèque et services sociaux avec nos collègues des services sociaux aussi. Donc Madame Chrétien, Madame Busson. Les bibliothèques de C et de Mortagne sur les actions qu'ils ont avec l'ASPEC, l'EHPAD, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Ils se présenteront tout à l'heure, après, ici, sur l'amphi. 12h15, suite à ça, il y aura encore un moment de synthèse, je pense qu'il sera important.
de faire. 12h30, le repas convivial et gastronomique au restaurant universitaire. Ça va nous rappeler notre jeunesse. Et 14h, nous reprendrons les tables rondes sur lesquelles vous avez dû vous inscrire. Donc la première table ronde, partenariat médiathèque service culturel. La deuxième table ronde, partenariat médiathèque service éducatif. Voilà. 15h15, on fera une petite pause avec une table de présentation des ouvrages, etc., comme on peut avoir l'habitude de le faire. Et ensuite, 15h45, la clôture de la journée avec Linda Lindel et Thierry Nussling qui feront la synthèse globale, ce qu'il y a pu se dire. Voilà, ça nous permettra de nous apporter des outils. Je vais rapidement laisser la parole à Claude Poissonneau. Juste pour vous présenter Claude Poissonneau, il est enseignant-chercheur en sociologie et à l'IUT de Nancy-Charlemagne, c'est ça. Voilà. Donc il est bien connu du monde des bibliothécaires, parce qu'il intervient régulièrement dans les congrès, les journées d'études. Voilà. Pour remettre en question, oui ou non, quelques certitudes ou des choses que nous, on peut avoir en tête régulièrement sur notre profession. Mais c'est bien, parce que voilà, ça remet aussi un petit peu notre métier, j'allais dire, au centre des questionnements actuels sur la lecture publique, sur l'évolution des métiers culturels, etc. Donc, dans le cadre de cette intervention, vous aviez fondé, je crois, le blog Penser les nouvelles Bibles. Mais c'est une histoire ancienne. Et moi, je me souviens que j'avais regardé. Et c'était il y avait des choses qui étaient mises sur ce blog qui avaient tendance un petit peu à nous pousser dans nos retranchements. Alors, des fois, ça fait grincer les dents, parce qu'on a plein de certitudes, mais on n'aime pas se faire envoyer des choses au visage. Mais c'est bien, de se faire entendre dire des choses aussi, des fois, sur nos métiers. Ça évite qu'on reste sclérosé. C'est pour ça que c'était bien aujourd'hui, qu'on parle de médiathèque et partenaires. Voilà, je vais laisser la parole à Claude Poissonneau, et puis je vous souhaite une belle journée avec nous. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Oui, ça va. Enfin, moi, ça va, mais... Donc, merci. Merci pour cette invitation. Je le dis toujours, ça me fait plaisir de rencontrer les bibliothécaires, où qu'ils soient, et ça me permet, moi, de confronter un peu ma réflexion avec la réalité à laquelle vous êtes confrontés, dans laquelle vous vivez, et donc pour moi c'est riche, c'est enrichissant, c'est un échange, et je le dis vraiment. Et donc voilà, donc je suis ravi d'être là. Et alors, ce thème, médiathèque et partenariat, ce matin, je me suis dit qu'il fallait que je commence en disant, voilà, on va travailler sur le jardin et la bêche. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle du jardin et de la bêche? Ça commence mal, voilà, oui. Eh bien si, je me suis dit ce matin, oui, le partenariat, c'est un outil. Voilà, c'est un outil. Bibliothèque, voilà, c'est un support. Voilà. Et donc on pourrait dire ça, que le jardin et la bêche, c'est la même chose. Enfin, c'est comme si on faisait un congrès sur le jardin et la bêche, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, il faut questionner la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la question du partenariat et des bibliothèques? Forcément, il faut interroger l'idée de partenariat. Donc, on va dire que le partenariat, c'est un outil, et ça n'est pas un objectif, ça n'est pas une politique. Voilà. Et donc, si on veut, mon objectif, ça pourrait être justement d'essayer de dire, attendez, le partenariat, c'est un outil, donc quel est l'objectif qu'on veut poursuivre avec cet objectif? C'est-à-dire, je reviens sur ma parabole de la bêche, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ma bêche dans le jardin? Voilà. Et
étant entendu qu'avec ma bêche, je peux retourner le jardin, je peux planter qu'est-ce qu'on plante? Oui, des tomates, là, on va pouvoir y aller, là. Je peux... qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai fendu une botte de fougère. La fougère était envahissante. Bon, voilà, donc je peux faire tout ça avec ma bêche. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'outil? Et ici, en l'espèce, puisque je ne vais pas vous parler que de la bêche et du jardin, parce que je vais assez vite m'arrêter sinon, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'outil partenariat? Voilà. C'est-à-dire quel est l'objectif qu'on peut poursuivre et quelle est la politique qui est visée derrière, au-delà du partenariat. Et il me semble que c'est une question qui est nécessaire à poser. Et on va, enfin, je vais essayer de travailler sur cette réflexion-là. Bon, maintenant, la question, c'est pourquoi cette question arrive-t-elle maintenant? C'est-à-dire, pourquoi on se pose cette question des partenariats aujourd'hui? Donc, il y a tout un effet de contexte. Alors, il faut que je surveille ma montre, parce qu'avec le contexte, on peut y passer trop le temps. Hein, mais des effets de contexte qui viennent interroger un petit peu les bibliothèques. Hein. Il y a des effets de contexte plutôt proches, c'est-à-dire des effets de contexte sur l'évolution des pratiques de lecture de nos contemporains, par exemple. Hein. On a des enquêtes, pratiques culturelles des Français, mais bon, la dernière date de 2008, mais d'autres enquêtes plus récentes, l'IFOP notamment, qui montrent que le processus de repli des pratiques de lecture d'imprimé se confirme, c'est-à-dire qu'effectivement, on a dans la population une proportion de lecteurs intensifs de livres papier qui diminue. Bon, et on sait que cette diminution est inscrite dans le renouvellement générationnel. Mes confrères pourront le confirmer très probablement. Donc, cette idée-là, elle est forte et on en est témoin. C'est-à-dire qu'on voit bien à la fois la place qui reste forte du livre et en même temps le fait que le livre n'est plus une coordonnée centrale des pratiques culturelles des Français. Il y a plein d'autres pratiques qui lui succèdent sans remettre en question, bien entendu, la lecture elle-même en tant que pratique de déchiffrement de l'écrit, puisque jamais on a autant lu, mais surtout sur des écrans et des écrans personnels. Voilà. Donc il y a ça dans le contexte dans lequel, effectivement, on se pose des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque à l'heure du repli des pratiques de lecture d'imprimé qui étaient au cœur de la définition de la bibliothèque? Donc, si on se pose ces questions, c'est aussi pour cette raison. On sait aussi, autre élément de contexte proche, les pratiques de fréquentation des bibliothèques sont elles aussi une source de préoccupation un petit peu, c'est-à-dire il y a une érosion de la fréquentation au sens de l'inscription qui est mesurée de façon régulière. Et si la fréquentation au sens de l'inscription n'est pas le seul indicateur, il est important parce qu'il renvoie à l'objet livre qui était au cœur de la définition de la bibliothèque. Et le seul élément, enfin l'élément qui est intéressant, voilà, c'est le basculement des pratiques de l'usage des collections vers l'usage de l'espace. Hein, c'est-à-dire que la fréquentation au sens de la visite, du passage sur place, ça ne diminue pas, en tous les cas dans les enquêtes du ministère de la Culture, on ne voit pas ça diminuer. Hein. Au contraire, donc on a plutôt une résistance, voire une augmentation de cette fréquentation
qui est une fréquentation plus de l'espace. On vient dans un espace pour mille et une raisons, et on pourra en reparler. Mais ça vient aussi questionner ce que c'est qu'une bibliothèque. Alors, est-ce que les collections sont au cœur de la définition de la bibliothèque? Évidemment, la question est posée aujourd'hui. Autre élément de contexte sur lequel il me semble qu'il faut s'attarder un petit peu, c'est plus globalement la définition de l'individu et des institutions. Je pense que une des caractéristiques de notre société contemporaine, c'est l'affaiblissement de la force des institutions, de la capacité des institutions à définir les individus. Nous revendiquons, et c'est une des caractéristiques particulières de notre société, nous revendiquons une autonomie personnelle et nous la revendiquons comme norme sociale. C'est-à-dire que la norme sociale, désormais, c'est de voir reconnue notre autonomie personnelle. Bon, là, je suis en train de vous perdre, donc il faut que je trouve des exemples. Des exemples, il y en a beaucoup. L'exemple qui marche toujours, c'est le couple et la famille. Voilà. Évidemment, c'est toujours intéressant et il n'y a pas de problème. Hein, les gens, nos contemporains, n'ont pas renoncé à la vie en couple. D'accord ? En revanche, ils ont très largement renoncé au mariage. En tous les cas, ils ont renoncé au mariage en tant que cadre nécessaire à la vie en couple. Aujourd'hui, ça ne choque personne de voir deux jeunes gens vivre ensemble alors que dans le péché, comme on aurait dit avant. Vous vous rappelez ? On disait ça avant, ils étaient dans le péché. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de péché. Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'il n'y a plus de péché, mais enfin, en tous les cas, on ne considère pas qu'ils sont dans le péché quand ils font cela. Et si on ne considère pas ça, ce n'est pas que le monde a basculé dans quelque chose qu'il n'aurait jamais dû, c'est juste une mutation de ce qu'est la définition de l'individu. C'est-à-dire qu'on considère comme normal le fait que deux personnes qui décident librement de vivre ensemble puissent le faire en dehors d'un cadre contraignant qui les y oblige. Voilà. Et ça devient normal. Et quand on prend par exemple un indicateur extrêmement parlant tel que celui du nombre de naissances hors mariage, cet indicateur n'a fait qu'augmenter depuis les années 60. On est à plus de la moitié des enfants aujourd'hui naissent hors mariage. Vous vous rendez compte ? Le péché, on est entouré du péché. Bon, c'est comme ça, le monde est comme ça. Et ce qui vaut pour le couple et la famille, je pourrais y passer plus longtemps, hein, ça vaut pour la plupart des institutions qui nous entourent, si vous voulez. L'école est un autre exemple, c'est-à-dire qu'on veut bien scolariser nos enfants, on veut bien, à la limite, qu'ils suivent les cours, mais enfin, on ne renonce pas à l'idée d'un jugement personnel sur les enseignants et sur les contenus des cours. C'est-à-dire, ah mais ça ne lui plaît pas à mon enfant. C'est pas fait pour lui. Il n'aime pas ça. Et voilà des questions qui sont, comment dirais-je, des hérésies par rapport au principe même de l'école, qui est, normalement, on a un programme et on va le mettre dans le cerveau de cet individu, et puis on va en faire un être éclairé. Et on va... Et voilà, et ça marche, regardez. Si, ça marche. Si, hop, attention. Donc, et ça, bon, alors ça a marché. On ne sait pas par quel miracle. J'arrête, je savais que ça déraperait. Et alors, donc, ça a marché, mais parce qu'il l'a bien voulu d'une certaine façon. C'est-à-dire, s'il avait dit,
Ah non, 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 non. Moi, ces histoires d'études, tout ça, ça ne m'intéresse pas et tout. Ben, objection massive, il ne serait pas à mes côtés. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on est dans un monde dans lequel l'autonomie personnelle est considérée comme une donnée constitutive de l'ensemble de notre vie sociale. C'est-à-dire qu'on a... est-ce que ça me plaît? Ça devient une question centrale. Est-ce que je suis d'accord? Regardez, enfin, bon, après, j'arrête les exemples, mais les médecins, c'est ça. C'est est-ce que je suis d'accord avec mon médecin? Vous vous rendez compte? Est-ce que je peux lui faire confiance? Il me dit ça. Moi, j'ai regardé sur Internet. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me raconte encore des salades. Pas possible. Voilà. Donc, on a, et voilà, on ne soumet plus son corps à la science comme on l'a fait pendant longtemps, pour le plus grand confort des médecins. Bon. Donc, et évidemment, c'est valable pour la culture, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire la culture qui était définie par des esprits éclairés et qui devait absolument irradier jusque tous les confins du département de l'Orne, eh bien ça c'est fini ça. Ça c'est fini ça. C'est la fin des colonies si vous voulez. C'est la fin des colonies. Non, mais il faut rigoler parce que... Mais il faut imaginer hein, qu'il y a eu des vrais croyants militants et tout qui pensaient qu'il fallait aller au fond du département de l'Orne, mais comme au fond de l'Afrique, hein, c'était pareil, d'une certaine façon, le combat était le même, la République était la même, enfin, oui, jusqu'à un certain point, et puis la raison était la même, la raison avec un grand R, la science avec un grand S, la culture avec un grand C, pas un grand Q, un grand C. Bon, donc, c'est ça qui se fragilise. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque dans ce contexte-là? Avant, la bibliothèque, c'était simple. Pendant longtemps, on a fait des bibliothèques, on savait, et on ne se posait pas la question. Parce qu'il fallait arroser la population de la science, du savoir, de la culture. Et ça, c'est plus possible. Parce qu'en fait, les gens n'en font qu'à leur tête. Ils votent avec leurs pieds. Ils n'empruntent pas ce qu'on leur propose. J'ai des chiffres chocs là-dessus. 41%. Chiffre scoop, produit hier dans le train. 41% dans 47 bibliothèques. 41% des documents, tous supports confondus, n'ont fait l'objet d'aucun emprunt au cours des 2 dernières années. Ça, c'est du choc, ça. C'est du Paris Match, ça. Excusez-moi, Claude, on pourra le couper après, ça, la caméra? Je suis contre la censure. Voilà. Non, mais je suis en train d'écrire quelque chose comme ça. Il va falloir que je publie ça parce que c'est évidemment très, très, très important à l'heure où, justement, on est là, on ferme les robinets. Oui, on ferme les robinets. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on le fait? Et bon, enfin, bref. Et qu'est-ce que c'est qu'acquérir? Bon, bref. Donc, mais ce qui est une vraie question au passage. Donc, on ne peut plus faire la bibliothèque d'avant où on savait. Tout ça, c'est fini. Voilà. Donc, maintenant, on ne sait plus. Les élus ne savent pas plus. Ils ne sont pas là, mais ils ne savent pas tellement plus. Et puis, les bibliothécaires, ils ne savent pas non plus tellement. Voilà, donc, on est un petit peu... on est embarrassé. Ce qu'on sent intuitivement, si vous voulez, et moi je me réjouis parce que c'était mon point de vue depuis, ça fait plus de 15 ans que je défends ça, donc ça va. Mais ce qu'on sent, c'est qu'en réalité, du coup,
là où avant, c'était une certaine définition de la bibliothèque qui était soutenue avec les collections au cœur. Bon, cette vision-là, c'est bien fragilisé, ça s'est assoupli. Et c'est tant mieux parce qu'il y a eu des crispations qui servaient à rien. Enfin, je veux dire, bon, bref. Et puis on pourra en reparler dans les questions si vous voulez. Mais donc ça s'est assoupli. Et on voit aujourd'hui maintenant des bibliothécaires qui disent ben non, c'est les publics qui sont au cœur. Vous vous rendez compte? Il y a 10 ans, je me pince, moi, maintenant. Ça devient normal de dire ça. Vous vous rendez compte? Alors que moi, j'ai eu des couteaux dans le dos quand je disais ça. Mais maintenant, ça devient normal. Donc, tant mieux, je veux dire, ça va plutôt dans le sens de... Mais c'est pour dire qu'on est dans ce contexte où il y a un doute qui est rentré. Et c'est formidable, le doute. C'est pour ça qu'on est dans un monde qui est à la fois formidable et en même temps stressant, parce que ben oui, les élus, ils ferment les robinets, tout ça, et vous êtes visiblement dans un département qui échappe au serrage très très fort des robinets, tant mieux, vivent vos élus, mais le contexte est celui-là. Donc c'est stressant à cause des ça, et en même temps, il y a une ouverture qui est formidable. C'est-à-dire que, à mon sens, jamais on n'a pu penser la bibliothèque de façon aussi libre. On voit des choses ahurissantes aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples. Enfin, c'est quand même, ils sont fous, les bibliothécaires aujourd'hui, si vous voulez. Et ça, c'était impensable il y a 15 ans, même 15 ans, même 10. Je veux dire, les bibliothèques changent beaucoup. Et c'est très intéressant. Mais on est dans ce contexte-là. Bon, donc, fin de l'introduction. Alors, deux parties. Les conditions du partenariat, première partie. Deuxième partie, penser les partenariats. Donc, ce que je veux dire dans cette première partie, c'est, pour travailler avec les autres, il faut peut-être déjà se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque. Et là, c'est pas facile parce que voilà, je vous l'ai dit, on est dans cette ambiance de doute. Et les références, les affiliations sont potentiellement très disparates. Voilà. Donc, traditionnellement, les bibliothèques relèvent de la culture. Parce que on ne sait pas d'ailleurs pourquoi. Enfin, si, on sait un petit peu, mais parce que c'était lié à une certaine vision des choses, etc. Et effectivement, c'est la vice-présidente de la culture qui aurait dû être là ce matin. Mais bon. Donc oui, peut-être. Parce qu'évidemment, il y a de la culture dans les bibliothèques. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a bien entendu de la culture dans les bibliothèques, bien sûr, évidemment. Après, là, il faut voir laquelle, etc. Mais il y a évidemment. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que, évidemment, les bibliothèques ne sont pas seulement des lieux culturels. Et les bibliothèques, à l'état actuel, déjà, remplissent d'autres fonctions qui sont pas du tout réductibles à la question de la culture, de développement du territoire. Quand vous mettez une bibliothèque dans une interco, ça valorise l'interco, ça développe son attractivité. Donc vous faites du développement du territoire par votre médiathèque intercommunale. Voilà. Vous faites du lien social. Oui, les gens y viennent. Ils ne viennent pas emprunter. Non, ils ne viennent pas emprunter. Ils viennent faire semblant de lire le journal. Voilà. Bon, oui. Mais en même temps, ils ont trouvé un abri chaleureux,
avez dit bonjour et tout. Bon, il y en a qui sont un peu rétifs, hein, mais bon, mais peut-être certains vous ont dit aussi bonjour et quelques mots. Enfin, donc vous faites aussi ça, du lien social, comme on dit. Et c'est évidemment important aussi, ça. Donc, on fait ça. Hein. Puis qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque? C'est des services aussi, des services aux habitants. C'est un service de fourniture de documents, d'informations, etc. Donc vous faites ça, plus tout ce que je n'ai pas dit. Donc déjà, vous faites tout ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque, du coup? On ne sait plus bien, Mais ce qui, justement, peut aider à la réflexion, c'est-à-dire que une bibliothèque, c'est un ensemble de potentialités, voilà, de potentialités dans tous les domaines, voilà, et pas seulement dans la culture, bien entendu. Hein. Et la caractéristique de l'évolution des bibliothèques, pour moi, c'est ça, et c'est voilà, l'hybridation. L'hybridation, c'est pas seulement marier le physique au numérique, hein, ou au virtuel. Bon, oui, il y a ça dans l'hybridation. Mais pour moi, hybridation, c'est le fait que la bibliothèque peut, en touchant une autre matière, devenir un petit peu de cette autre matière. C'est comme ça. Donc la bibliothèque s'hybride en accueillant des groupes qui sont en cours d'alphabétisation. Elle s'hybride, elle fait ça. Et quand elle reçoit des gens dans un autre cadre, l'hybridation, c'est le fait de transformer la bibliothèque par son accrochage avec d'autres choses. Alors, moi, mon point de vue, donc du coup, comment penser la bibliothèque dans ce contexte? Étant cohérent avec moi-même, je me dis, donc il faut partir de la population. C'est-à-dire, qu'est-ce que les publics potentiels, hein, qu'est-ce que la population, puisque en fait c'est ça, qu'est-ce que la population attend, peut-elle attendre des partenariats que vous pourriez mettre en place. Voilà. Et ça me semble être le bon moyen de réfléchir. Parce que le pire, mais ça je pensais le dire après, mais tant pis, on va faire le bazar. Hein. Le pire ou le moins intéressant, si vous voulez, c'est le partenariat interinstitutionnel en apesanteur. Alors, voilà, je vois des sourires. C'est-à-dire, une institution se marie à une autre institution pour se faire valoir mutuellement, sans que finalement la population n'en tire quelconque avantage. D'accord ? Donc ça existe. Hein. Donc, mais et ça, moi, dans ma définition, évidemment, ça n'est pas intéressant. Hein. Donc c'est pour ça que je me pose la question du point de vue de la population à laquelle on s'adresse. C'est-à-dire dans quelle mesure les partenariats peuvent-ils apporter quelque chose à la population? Bon. Alors j'ai fait une liste. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Ne pas être oubliés. Hein, donc que les publics ne soient pas oubliés, justement, qu'on pense à eux, et qu'on leur rende service. Donc on peut faire, voilà, très bien, avec le service municipal ou avec, je sais, n'importe qui, une association de bricoleurs, je ne sais pas moi. On peut faire une boîte de retour, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes de retour dans les bibliothèques en France, et ça ne va pas du tout. Alors que les horaires d'ouverture sont beaucoup plus restreints que dans les autres pays.
on n'a pas de boîte de retour, ça ne va pas. Donc on peut demander à des bricoleurs de faire des boîtes de retour. Et c'est un service du partenariat, c'est utile. On peut faire ça. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que oui, on peut faire ça. Oui, on peut être aussi capté, c'est-à-dire on peut être desservi par les services de la bibliothèque, pas à son insu, mais de façon par surprise un petit peu. C'est-à-dire, je pense aux abribus. Il y a un marché sur les abribus. Moi, je suis convaincu qu'il y a un truc à faire avec les abribus. Alors, il y a une bibliothèque dans Moselle là, qui avait fait un joli abribus avec des livres sur les rayonnages. Tout ça, j'avais trouvé ça super sympa. Il y a plusieurs endroits où ils font ça. Il faut investir les abribus. Les abribus, il y a des jeunes dedans. C'est pas si évident que ça. Souvent, on se dit, les jeunes, comment on peut les capter et tout. Ben, ils sont dans les abribus, pas tous, hein, mais ils sont dans les abribus, à la fois pour attendre le bus pour aller à l'école, mais aussi en tant qu'abri, partant un petit peu plus vieux comme ces temps-ci là. C'est parfait un abribus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un abribus? On peut mettre des rayonnages, pourquoi pas. On peut peut-être mettre des QR codes qui se connectent, je sais pas. Il faut réfléchir. Il y a une potentialité formidable qu'il faut explorer sur les abribus. Une pirate box, je ne sais pas moi. On peut proposer un système pour qu'ils partagent des informations, des données, des fichiers. Je ne sais pas. Il faut explorer. Il y a une potentialité. Bon, on peut aussi amener des livres. Partenariat que j'avais repéré aussi. On peut amener des livres dans les refuges. Là. À Chamonix, il y a une équipe de bibliothécaires qui a fait ça. Partenariat avec la librairie locale. Mais je trouvais que c'était sympa. Les gens, du point de vue de la population, ils n'avaient pas accès aux livres à ce moment-là, sans ces partenariats. Et ces partenariats permettent d'offrir un accès aux livres, à l'information au sens large, hein, grâce à ces partenariats. Donc ça, c'est intéressant. On peut aussi être séduit, être dépaysé. Hein, ça se fait beaucoup, ça. Les gens viennent raconter leur voyage dans des pays lointains, leur métier bizarre, un pilote de ligne, je ne sais pas moi. Il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous apportez à la population, vous ouvrez une fenêtre. Vous ouvrez une fenêtre, vous dites, tiens, ouais, c'est rigolo ça, c'est intéressant. Bon, voilà, c'est bien. Être soutenu aussi. Être soutenu, c'est du point de vue de la population, soutenu dans les enjeux, parce que c'est souvent ça. Quels sont les enjeux auxquels les habitants sont soumis? Pour moi, ça doit être ça l'obsession. Toutes les semaines, les bibliothécaires devraient faire une réunion comme dans les rédactions des hebdomadaires. Qu'est-ce qui se passe et c'est quoi l'enjeu pour la population? Paf! Là, on est au mois de mai, mince. Il y a le brevet, il y a le bac qui arrive. L'enjeu, ça va être ça. Venez réviser à la bibliothèque. Il y a des profs en retraite ou je sais pas quoi. Bon, est-ce que j'ai vu ça? Je sais plus où. On fait appel aux profs bénévoles, en retraite ou pas d'ailleurs, hein, mais nous on n'est pas obligé. Et puis on fait des séances comme ça. Venez, j'ai un problème avec les équations, je sais pas quoi. Pof. Bon, c'est du soutien, on apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un partenariat qui apporte quelque chose à la population. On peut aller jusqu'au massage. Hein, il y avait la bibliothèque, je crois que c'était à Fresnes qu'ils avaient fait ça en France, mais j'avais vu au Canada, mais on peut faire des massages. C'est-à-dire l'école de kiné vient,
Et puis, au bout de 2 heures, il a travaillé beaucoup, il faut le détendre, il faut le relaxer dans les épaules, tout ça, sinon donc voilà. Voilà. Être soutenu, être formé, savoir rédiger un CV, faire un diaporama. Les diaporamas, il y a des gens qui adorent ça. Mais comment on le fait, voilà, tout ça. Bon. Donc ça aussi, on peut, enfin tout ça, et ça coûte pas forcément cher. Parce que d'une certaine façon, moi la question, ce que je me disais, c'est, en fait, on est potentiellement tous partenaires. Voilà, ça c'est bien, c'est un bon slogan ça. Tous partenaires. C'est-à-dire que chacun, selon ses moyens, ses compétences, ses disponibilités, ses centres d'intérêt, et donc d'une certaine façon, on peut imaginer de penser la population qu'on dessert aussi comme un vivier, voilà, un vivier de ressources, de compétences, d'intérêts, et la bibliothèque devient une sorte d'opérateur qui fait se rencontrer, et c'est ça qui est formidable entre nous, qui fait se rencontrer les membres de la collectivité autour de ce qui intéresse certains d'entre eux. Voilà. Et ça, c'est voilà. Et donc, quand je dis tous partenaires, c'est-à-dire il y a du côté des usagers, des citoyens, de la population elle-même, des possibilités qui sont potentiellement riches. Alors, il y a plein d'exemples, Saint-Aubin-du-Pavail, près de Rennes, où voilà, les gens, les habitants du village viennent et puis font des ateliers de vidéos, de massage, machin. Bon, voilà. Effectivement, ça c'est du partenariat. Après, il faut voir. Peut-être qu'il y a des trucs, finalement, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. On ne refera pas. Mais bon, donc il y a ça. Qu'est-ce que j'avais pensé? Oui, même les collections. Cette réflexion très intéressante faite à Lezoux, là, dans le département du Puy-de-Dôme, je crois, oui, ou la Loire. Aïe, mince. Oui, c'est pas pareil. Non, ça doit être là. Ah, je sais plus. Mince. Et donc, bref, où les collections des gens privés peuvent être mutualisées par l'intermédiaire de la bibliothèque. C'est formidable cette idée, simplissime comme ça, mais oui. Effectivement, dans la population de la collectivité, de la communauté de communes, il y a 5 personnes qui aiment la poésie contemporaine. De toute façon, il n'y en aura jamais 50. Faut pas, on est bien d'accord. Donc, simplement, peut-être ils peuvent se mettre entre eux. Et puis, si une fois, il y a quelqu'un qui veut découvrir et tout, on peut. Un des 5 peut être ravi de faire passer à quelqu'un qui est intéressé sa poésie contemporaine. Pourquoi pas? Très bonne idée. Les ressources personnelles deviennent les ressources collectives. C'est formidable comme idée. Donc ça c'est du partenariat. On est tous partenaires. Voilà, formidable. Bon, après, alors, donc toujours penser du point de vue du public, toujours obsession. L'autre aspect, mais puis après, il va falloir que je fasse attention, la question des horaires, par exemple, qui est quand même un problème majeur central des bibliothèques en France. Parce que la bibliothèque, c'est formidable, ça peut faire plein de choses, mais surtout si c'est ouvert, vous savez bien. Voilà. Donc la question, c'est comment on fait. Étant entendu que voilà, les élus, malgré votre conviction et tout, vous n'allez pas réussir à leur arracher des postes et tout. Ils ne vont pas créer des... Bon, c'est dommage et tout, mais c'est comme ça. Donc
Donc, l'hybridation, c'est aussi ça. Et on peut faire des partenariats assez élaborés pour faire en sorte que ce soit plus ouvert. Donc, alors soit en se métissant, en se mettant avec la Poste, avec la supérette, je sais pas quoi, mais en faisant pas forcément n'importe quoi non plus. Enfin, il faut des conditions. Par exemple, j'avais vu dans la Dordogne, je crois, un tout petit village où ils avaient fait la bibliothèque dans la supérette. J'avais été super séduit. Mais en fait, c'était trop rikiki, trop. C'était pas réussi d'un point de vue d'espace. Mais l'idée était formidable. Et du coup, ils avaient des horaires d'ouverture de la folie. 40 heures et tout, dans un petit village de 300 habitants, avec personne qui peut proposer ça. Bon, donc voilà, là, après, il faut réfléchir, mais il y a des possibilités comme ça, et qu'il faut évidemment explorer. Bon, donc voilà, donc il y aurait d'autres exemples, bien entendu. Alors, ça c'est l'idée plutôt dans le sens comment faire, enfin positivement. Il y a des éléments plus d'interrogation, c'est-à-dire penser les partenariats, c'est un peu être vigilant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on importe. Voilà, le partenariat dans une relation d'un point de vue d'anthropologue, on dirait d'acculturation croisée, c'est-à-dire qu'est-ce que les partenaires produisent sur chacun d'entre eux. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Et la question, du coup, c'est qu'est-ce que vos partenaires produisent sur vous, sur la bibliothèque. Voilà. Parce que vous pouvez avoir des idées et tout, et des bonnes idées, voilà, mais vos partenaires, ils peuvent avoir aussi des idées, et des idées qui sont porteuses de quelque chose, éventuellement. Alors, par exemple, l'école. Alors, par exemple, vous savez, le temps d'activité périscolaire, là. Très, très intéressant comme exemple. Parce que quoi? Parce que justement, c'est vraiment un beau sujet, parce que il y avait... réforme. Les enfants vont moins à l'école. Qu'est-ce que font les bibliothèques? Alors, les collectivités, les mairies et tout disent mon Dieu, comment on va faire et tout. Enfin, tout ça, c'est du passé, vous avez vécu déjà. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire et tout? Allô, la bibliothèque, vous pouvez faire quelque chose? Bon. Et alors, donc là, après, il y a eu des réponses assez différentes. Ah ben non, ah ben oui, mais enfin quand même, vous êtes un service municipal, vous devez mouiller le maillot, il faut y aller, quoi. Bon, alors on y va, on va faire quoi? Eh ben, vous voyez avec l'Instit ce que vous allez faire. Aïe. Là, on a... Enfin, il faut que j'essaye d'être plus clair. Ce qui s'est passé, dans certains cas, c'est le contraire de ce qu'il aurait fallu. C'est-à-dire que ces activités-là, qui sont arrivées à la bibliothèque, sont arrivées à la bibliothèque par l'école, c'est-à-dire avec la tutelle implicite de l'école, alors que, justement, et c'était dans le projet initial, ce n'est pas l'école, c'est périscolaire, ça n'est pas l'école. Donc qu'est-ce que les instituts viennent mettre leur nez là-dedans? Ils n'ont rien à dire, c'est pas leur sujet, allez voir ailleurs, occupez-vous des gamins, vous avez du boulot, c'est très bien, voilà. Non. Donc là, ce que je veux dire, c'est ça, ce type de partenariat-là, il y a un danger, c'est que du coup, vous vous retrouvez à gérer, enfin, à mettre en œuvre quelque chose qui n'est pas vous. Vous, c'est quoi une bibliothèque? C'est quoi une bibliothèque, vous?
Eh ben, vous, c'est pas justement l'école. Et moi, c'est ça qui me frappait. Je me disais, c'est pas possible, les bibliothèques depuis 40 ans essayent de dire on n'est pas l'école, on n'est pas l'école. Et là, elles ont l'occasion de dire justement on n'est pas l'école, puis toc, ils se font piéger. Non, non, vous n'êtes pas l'école. Donc vous pouvez très bien développer des activités propres. Vous pouvez très bien développer des trucs qui touchent les enfants en tant qu'ils sont enfants et pas en tant qu'ils sont élèves. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on leur fout la paix éventuellement avec des lectures ou je sais pas, peut-être qu'il faut faire ça. Et je pense notamment en fin de primaire. Hein, moi j'avais des idées là-dessus. Et au contraire, on s'ouvre sur leur culture juvénile naissante. Et je pensais aux youtubeurs, voilà, pour dire la bibliothèque. Il n'y a aucun problème, nous on est compatible youtubeur, alors que la maîtresse, elle n'est pas forcément. Hein. Il y a une différence. Et donc c'est ça que je veux dire, c'est quand je dis penser les partenariats, il faut faire attention à ce que vos partenaires vous refilent mine de rien, qui peut avoir des effets, je veux dire, sur ce que va être la bibliothèque du point de vue de l'image que les gens vont s'en faire. Voilà. Donc ça, c'est, enfin, pour moi, il y a une vraie... oula, faut que je fasse attention. Il y a une vraie... faut faire attention à ça. L'autre exemple de ce type, c'est... je me méfie, mais alors, j'espère que... Bon, je vais choquer personne, hein, mais je me méfie des fonds régionaux d'art contemporain. J'ai rien contre l'art contemporain, mais... Oh merde. C'était pas... Tant pis, hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Les départementales, celui-là qu'on va voir cet après-midi. Aïe, 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 aïe. Non, mais alors je vous donne... Bah, tant pis, puisque j'ai mis le pied dans le plat, l'enfoncer complètement. Je suis désolé, mais... c'est-à-dire, il faut faire attention. Moi, j'ai vu des bibliothèques où on fait une expo du FRAC. Oh putain, ça vous pose un truc quand même. Une expo du FRAC. Le FRAC, ils ont des collections qu'ils accumulent, et puis ils ont le plus souvent pas d'endroit pour les montrer. Donc, ils sont super contents de vous trouver, les bibliothèques. Ils sont super contents, on a trouvé. Mais attendez, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit sur ce que c'est qu'une bibliothèque? Une bibliothèque, c'est un truc d'art contemporain. Wow. Attendez, c'est pas comme ça que vous allez lutter contre l'illettrisme, hein, les amis. Non mais il faut être honnête. Non mais on peut en parler, hein, je veux dire. Mais donc il y a des effets pervers, c'est ça que je veux dire. Il faut maîtriser d'une certaine façon les partenariats, maîtriser ce qui est engagé dedans pour maîtriser aussi l'image, si vous voulez. Il y a quand même des enjeux de communication. La communication, c'est pas seulement un gros mot, si vous voulez. Il y a des enjeux de communication. C'est-à-dire la bibliothèque est aussi ce qu'elle donne à voir d'elle-même. Et l'action culturelle, c'est quelque chose de très lourd dans la définition de l'image de la bibliothèque. Donc les gens qui avaient un tout petit peu l'idée « Waouh, la bibliothèque, c'est pas pour nous, ça », ben, ils sont confirmés. Oh, ben non, c'est vraiment pas pour nous. Vous voyez bien que c'est vraiment pas pour nous. Et je veux dire, je dis ça, mais les statistiques sont redoutables. Hein. Je veux dire, on sait que la fréquentation des bibliothèques est très directement et très fortement corrélée avec le niveau de diplôme, tout simplement. Donc si je dis ça, c'est pas pour plaisir d'être pénible. Hein. C'est parce qu'il y a des vrais enjeux. Bon, donc il faut penser. Il faut penser à maîtriser ces éléments. Et en même temps, je pense que c'est intéressant aussi de se métisser. C'est-à-dire qu'effectivement, la bibliothèque peut aussi apporter aux partenaires une vision décomplexée. Je pense que les FRAC ont raison de fréquenter les bibliothèques, parce que ça leur ramène un peu les pieds sur terre. Mais sous réserve qu'ils veulent bien les avoir, les pieds sur terre. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter. Juste donc partenariat, c'est très intéressant. Donc vous avez raison de réfléchir là-dessus, c'est bien.
les partenariats, pour moi, c'est des fils, si vous voulez. Et la bibliothèque, moi, je la pense dans son environnement. Quand on parle de bibliothèque, troisième lieu, ben oui, c'est pas le lieu du travail, c'est pas la maison. Alors, c'est quoi? Ben c'est tout ce qui accroche les membres de la population ensemble. Et la bibliothèque, c'est aussi ça. Ce sont des fils qu'elle tisse dans la population, et les partenariats, c'est une occasion formidable pour faire ça. Mais simplement, il faut les penser, il faut faire attention à ce que ça ne se fasse pas au détriment, bien entendu, de la bibliothèque. Voilà, mais sinon, c'est formidable. Allez, question. Mince. Voilà. Donc, on va s'accorder quand même quelques questions. Donc, merci à Claude d'avoir déclenché les questionnements. Si vous avez des questions, allez-y. Voilà. Peut-être. Tu veux le micro après? Ouais, moi j'ai peut-être pour une question peut-être un peu plus large, mais par rapport à ce que vous disiez, Claude, là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui les bibliothèques ont cette nécessité, je dirais, de partenariat? Est-ce que c'est j'allais dire, on va vers ça et il y a cette nécessité, nécessaire, c'est clair. Sinon, qu'est-ce qui va se passer pour les bibliothèques? Non, mais de toute façon, il faut être... la bibliothèque comme sanctuaire. C'est vrai que quand j'ai parlé des institutions, évidemment, il y a l'école, et puis on pourrait parler de l'église aussi, hein, les sanctuaires. Bon, ça ne peut plus marcher comme ça. Voilà. Donc cette vision-là de la bibliothèque comme sanctuaire, non, c'est plus possible. Donc la bibliothèque est forcément ouverte sur la population. Donc il y a plus... D'ailleurs, on voit physiquement, les bibliothèques d'avant, il y avait des murs et tout, c'était pour protéger les collections aussi, mais parce que c'était un sanctuaire, voilà, c'était important de le défendre. Aujourd'hui, c'est des baies vitrées et tout, donc ça veut dire quelque chose. Donc c'est nécessaire, évidemment que c'est nécessaire. Hein, et c'est nécessaire à la fois parce que, d'un point de vue pratique, hein, mais c'est nécessaire tout simplement parce que il faut être dans l'écosystème. Moi je dis une bibliothèque c'est un organisme dans un écosystème vivant. Alors, donc l'écosystème il est vivant et donc il faut qu'il y ait des interactions entre la bibliothèque et son environnement. Les partenariats, ça fait partie de ces interactions qui sont absolument vitales pour la bibliothèque. Donc, non, c'est vraiment... Mais simplement, il faut faire attention, quoi. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on veut, puis et est-ce que... il y a des arbitrages, quoi. Est-ce que le raisonnement coût-avantage, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte étant donné les efforts que ça suppose. Voilà. Bon, il faut réfléchir, quoi. Mais oui, non, c'est indispensable. Non, il faut. Oui, je reviens sur la question des horaires. Enfin, c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord pour constater que ça serait nécessaire d'être plus ouvert. Mais vous l'avez dit vous-même, enfin, c'est la difficulté de défendre l'idée d'un poste supplémentaire, parce qu'ouvrir plus, c'est forcément être plus nombreux dans la médiathèque pour pouvoir assumer
Après, bon, l'exemple de l'épicerie du petit village, oui, c'est charmant, mais c'est pas adaptable à partout. Donc c'est une vraie question. Enfin, voilà. Non, mais c'est sûr qu'il faut continuer de demander et tout. Il faut. C'est important. Il ne s'agit pas de dire non, vous inquiétez pas, sucrez-nous les postes, on va faire du partenariat. C'est pas ça l'idée. Mais donc non, mais après c'est vraiment très très ponctuel. C'est là, on est sur du fait main, du local, quoi. Qu'est-ce qui se présente comme opportunité en termes d'espace, en termes de gens, etc. Et là c'est vraiment... mais on peut faire des choses très intéressantes. Enfin, je repense à l'exemple connu de Signy-l'Abbaye dans les Ardennes, où il y avait justement un partenariat avec ces services sociaux, y compris avec la CAF et tout, et ils avaient réussi à mobiliser, y compris du personnel, pour faire vivre la structure. Et ça, effectivement, c'est une bonne idée. Mais il faut... C'est-à-dire que c'est à chaque fois, c'est une forme d'hybridation. C'est une bibliothèque, mais en même temps, c'est un centre social, et puis plein d'autres choses, accueil, un CLSH, c'est tout ça. Donc, à chaque fois, c'est une équation à refaire. C'est artisanal. C'est artisanal. Mais il faut trouver... Et qu'est-ce que c'est qu'un bon bibliothécaire? C'est justement un bon cuisinier qui fait à partir des ingrédients qu'il a sous la main. Tac, tac, tac. Et hop, hop, il va réussir à faire ça. C'est ça, enfin, idéal. Oui, ça peut être ça aussi. Il faut penser avec la métaphore de la cuisine, c'est pas mal. Pour revenir justement sur l'ouverture des médiathèques, je pense aussi que c'est parce qu'on a une vision très partielle de cela. Pour moi, l'ouverture à la population, c'est pas forcément l'ouverture à toute la population. Je prends un exemple par rapport, nous, à la médiathèque de la Ferté-Macé. Le vendredi, on l'ouvre à un groupe enfin, c'est pas l'hôpital du jour, je sais plus quel organisme, et on leur laisse un espace multimédia pour la formation. Donc la médiathèque, elle est ouverte à un groupe, mais elle n'est pas ouverte à l'ensemble de la population. Et je pense qu'on a des freins par rapport à ça, parce que quand on parle d'ouverture à la médiathèque, on pense l'ouverture de tous les espaces, c'est, je veux dire, l'intervention de tous les professionnels qui travaillent ou des bénévoles qui travaillent au sein d'une médiathèque. Alors qu'on pourrait très bien repenser cette chose-là en faisant appel notamment quand on veut mettre en place des animations, que ce ne soit pas forcément les professionnels de la médiathèque, mais que ce soit le lieu qui soit ouvert et qui ne soit pas forcément ouvert à l'ensemble de la population, parce que des fois, on ne peut pas le faire. Oui, non, mais vous avez raison. Il faut considérer comme relevant de l'ouverture le fait d'ouvrir, y compris un public spécifique. Ça, je suis d'accord. Mais malgré tout, je maintiens que l'idée de l'ouverture, c'est quand même formidable, cette idée d'un lieu où on n'a pas besoin d'avoir un rendez-vous, on peut venir, quoi. Et ça, c'est quand même... Et où on peut venir de façon libre et enfin, anonyme, enfin, voilà. Et ça, il n'y a pas de mystère. Enfin, c'est... Alors après, je sais pas, à un moment, il y a un... Où est-ce que c'était? Oui, si, c'était à Orvaux, mais on avait proposé cette idée, quoi, d'avoir une ouverture quand les établissements s'y prêtent et qu'ils ne sont pas très très grands. On peut aussi avoir une ouverture sur une partie de l'espace. Par exemple, un premier étage, si vous avez la presse, quelques endroits de travail, la cafette, je sais pas quoi. Bon, ça, vous pouvez ouvrir à la limite
le personnel, ça n'empêche pas de travailler, quoi. Des gens, ils viennent, ils se stationnent là et c'est tout. Donc c'est pas. Je pense à ça, par exemple, pour les personnes âgées. Je suis convaincu, et je l'avais trouvé dans une enquête, il y a une demande d'ouverture du matin. Et ça, je veux dire, les lecteurs du matin et tout, c'est un super service. Moi, je plaisante avec ça, mais c'est une respiration. Monsieur va lire son journal, pendant ce temps-là, madame est enfin la paix. Je veux dire, c'est quand même la paix des ménages, quoi. Donc ils sont contents de se retrouver le midi. Et ça demande pas beaucoup de personnel, en fait. Vous pouvez faire ce que vous faites sans. Enfin voilà. Donc des choses comme ça. Oui, bien sûr, qu'évidemment que oui. Mais oui, mais évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque? C'est un truc qui permet à la collectivité de vivre. De vivre ensemble, plutôt de façon apaisée, plutôt que, voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut peut-être le mettre dans le schéma de lecture publique, là. On va en parler ce midi, non. On en parle. L'un n'empêche pas l'autre, enfin, attendez. Oui, vieux. Non, mais attendez, vous croyez pas si bien dire, parce qu'effectivement, dans le modèle de la bibliothèque troisième lieu, le modèle de référence, c'est le bar, le café, voilà, donc... Peut-être encore, oui, peut-être une question, Thierry, oui, il y avait Charles aussi, ouais. Thierry. Effectivement, la notion de troisième lieu, c'est précisément Charles. Oui, effectivement, la notion de troisième lieu, c'est très séduisant. Après, je ne suis pas sûr qu'on fasse forcément concurrence à un bar quand on accueille des personnes âgées, parce que justement, ce sont des personnes qui ne vont pas aller forcément toutes seules dans un bar, alors que dans une bibliothèque, il n'y a pas les mêmes contraintes, enfin, on n'est pas obligé de consommer, et on vient là, dans les sports aussi, de rencontrer d'autres personnes qui viennent... un peu pour les mêmes raisons. Donc voilà, là-dessus c'est très bien. Ça peut résoudre également un problème de cohabitation quand on est dans une petite structure ou en pièce unique, où on constate que quand il y a une affluence de jeunes, le mercredi après-midi ou le samedi après-midi ou après l'école, pour nombre de personnes âgées, c'est plus difficile parce que ils sont pas forcément habitués. Pour d'autres, au contraire, ils sont contents de voir du monde. Mais souvent, il y a un problème de cohabitation. Donc, le fait d'ouvrir le matin, et, comme vous disiez, pour des personnes âgées, pas forcément âgées, mais retraitées, libres à ce moment-là, quoi. Mais encore une fois, moi j'en reviens toujours à la même question, c'est le problème du personnel, quoi. Quand on est tout seul salarié, et que après c'est éventuellement faire appel à des bénévoles, mais ça demande quand même beaucoup plus de disponibilité pour le personnel. Non, mais on est bien d'accord. Juste aussi la remarque, c'est le café, on sait que c'est une pratique masculine. La bibliothèque est aux femmes ce que le café est aux hommes. Il y a quelque chose comme ça, c'est le troisième lieu des femmes aussi. Mais il n'y a pas de raison, il faut que les femmes aillent au café et les hommes à la bibliothèque. On est bien d'accord, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Thierry, une question. Il faut bien appuyer sur le petit bouton au milieu.
Peut-être la pile est fatiguée. Ah. Il clignote? Ah, c'est pas bon. Mais, Il marche ou pas? mais, Celui-ci, ouais. hop. Merci. Bon, du coup, j'ai la pression pour la question. Non, en fait, c'était juste plus une remarque, en fait. C'est juste pour dire, par rapport aux horaires, il faut aussi tenir compte du territoire sur lequel on se trouve et de la structure dans laquelle on travaille, parce que nous, on a la question par rapport au Pays d'Andenne, hein, c'est un territoire qui est très rural, donc très peu dense, et on a plusieurs structures, donc c'est un multisite. Donc, effectivement, si on n'avait qu'un seul site, on pourrait ouvrir tous les jours, il n'y aura pas de problème. Là, on a 3 sites, donc c'est compliqué, même avec des bénévoles, parce qu'on est quand même 2 salariés plus des bénévoles. Et en plus, il y a aussi la question, effectivement, on a beau avoir 3 sites, il y a quand même beaucoup de gens qu'on ne capte pas, parce que, effectivement, ils sont très éloignés, et puis il y a aussi le problème de l'image qu'ils ont de la bibliothèque. Donc voilà, c'est pas seulement même si on va dire les élus ouvraient les vannes et nous disaient comme ça, bon ok, on vous file 5 postes de bibliothécaires, et qu'on ouvrait tous les jours 24 heures sur 24, c'est pas forcément pour ça que la fréquentation augmenterait forcément beaucoup s'il n'y a pas après cette question qui est traitée du problème de la proximité et de l'image aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire Non, ça vous avez raison. En plus, on sait que la mobilité, c'est un enjeu. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de mobilité qui ne sont pas à disposition de tout le monde tout le temps. Donc là, c'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre entre la construction d'une bibliothèque centre ouverte plus largement, qui va toucher les plus mobiles, et puis des antennes qui vont permettre de toucher ceux qui le sont moins, quoi. Et ça, vous avez... Enfin, l'équilibre n'est pas évident à trouver, et il faut évidemment en tenir compte. Ouais, oui, non, mais vous avez raison, c'est une bonne... il faut... Ces freins-là existent aussi, enfin, et il faut les penser, vous avez raison. Oui, alors, non, parce que là, effectivement, il y avait cet aspect d'image. Est-ce qu'il suffit que la bibliothèque soit ouverte pour que les gens y viennent? Voilà. Et ça, alors là, je suis le premier à dire que non, hein, que l'ouverture est un moyen, là aussi. C'est-à-dire et donc il faut effectivement que ce soit intéressant, c'est en phase avec ce que les gens veulent, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que l'ouverture, ça peut pas suffire en tant que tel. Donc il faut réussir à trouver. Enfin, moi, je dis ça souvent. Hein, je dis les bibliothèques sont condamnées à la séduction. Ben oui, parce que de toute façon, les gens, ils viennent que s'ils veulent. Donc il faut trouver le côté séduction de la bibliothèque. Donc, et on est bien d'accord, ça sert à rien d'ouvrir 24 heures sur 24 une bibliothèque qui effraie tout le monde. Hein. On est bien d'accord, surtout pas. Donc il faut bien la penser en amont sur qu'est-ce qui est intéressant, en quoi ça, voilà, c'est attrayant, et adapter les horaires. Ça, on est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord. Ça fait partie des stratégies possibles, et c'est vrai que aller à la rencontre, j'en ai pas parlé, je ne sais plus pourquoi, mais enfin, là, aller où sont les gens, ça peut être une très bonne idée. Il y a des endroits ou des occasions où il y a des opportunités formidables. L'été, tout ça est bien connu et bien intéressant. Donc c'est vrai que ça peut aussi être en sortant de ces murs que la bibliothèque se montre intéressante, parce qu'elle est là où sont les gens au moment où ils sont disponibles. Et donc ça, oui. Oui,
Oui, même si le lien après, le retour vers la bibliothèque n'est pas forcé, pas automatique. Mais en même temps, vous avez raison que c'est quelque chose qui est mis au crédit de la bibliothèque, puisqu'elle était là au moment d'un événement collectif, d'une situation. Enfin, encore une fois, hein, c'est quoi l'enjeu pour la population? Si la bibliothèque arrive à répondre à cette question, elle est dans le bon. Alors, je voulais revenir un petit peu sur l'épisode FRAC dont vous avez parlé tout à l'heure. Et le fait aussi que nous, en tant que médiathèque départementale, on promeut beaucoup les expositions, notamment les expositions d'artistes, donc qui sont peut-être pour le public, qui apparaissent peut-être comme plus accessibles effectivement qu'un front d'art contemporain. Mais si ce n'est pas à la bibliothèque que ces fonds-là s'exposent et que le bibliothèque devient médiateur de ces fonds, où va-t-on les voir ? Je ne vois pas où le problème se pose si il y a une exposition d'art contemporain au sein de la bibliothèque, pour peu que la bibliothèque est là pour s'en faire médiateur. Vous avez raison. Surtout si on raisonne à partir de l'offre. D'accord ? C'est-à-dire que si on part de l'offre, vous avez totalement raison, on a des œuvres, des collections, et effectivement, si vous ne les présentez pas, qui va le faire ? Voilà. Donc, vous avez raison, si on part de l'offre. Moi, ça n'est pas mon point de vue. Moi, je pars des gens. Et la question, c'est quelle est la demande de cette offre. Voilà. Et si vous voulez, non, mais c'est la même chose, si vous voulez, que pour les collections. On n'élève pas le niveau des absents. Vous comprenez ? Vous allez capter ceux qui seraient venus et qui sont compatibles. Mais en fait, les autres, non. Parce que c'est ça la limite, si vous voulez, de la politique d'offre, c'est la demande dont elle fait l'objet. Étant entendu que vous êtes une bibliothèque qui est condamnée à la séduction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger la population à venir. D'accord ? Donc, si on est d'accord sur l'idée que les gens viennent s'ils veulent, là, dans ce cas-là, votre vision des choses risque de se casser sur le fait qu'ils se disent « Oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je vote avec mes pieds. » Que ça devienne plus accessible. Si par exemple on a la possibilité de mettre en place des ateliers en lien avec les œuvres qui sont exposées, c'est aussi un moyen de les sensibiliser, voire de leur donner un certain intérêt à ce qui est exposé. Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que je ne peux pas... Enfin, il faut raisonner de façon souple, quoi. Et je ne voudrais pas que vous pensiez que mon point de vue est trop ferme. Oui, évidemment, vous pouvez dire que c'est ça le projet. Mais simplement, on sait qu'il y a des freins sociologiques importants. Et donc, voilà, vous êtes confronté aussi à ces freins-là. Donc il y a un risque fort. Il y a un risque fort et qui est redoublé par ce dont je parlais, c'est-à-dire en termes d'image, quoi, qui risque de produire ça. Donc, oui, c'est le métier du bibliothécaire, mais c'est aussi en fait, ce métier-là, il relève quand même d'une vision qui... non, puis,
ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que ça, la médiation et tout, quelles sont les conditions de la médiation? Il faut que la confiance, la prescription a pour condition expresse aujourd'hui la confiance. Donc, si vous allez écouter votre médecin, si vous avez confiance dans votre médecin, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous pourrez faire ce travail de médiation si et seulement si, au préalable, vous avez établi avec les gens qui, y compris, regarde ça en disant j'ai peur, une relation de confiance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais il faut que j'arrête. Ah ouais, pas mal. On fait là. Ça existe, je crois que ça existe sur d'autres départements, enfin, je ne sais plus. Ça marche pas là. Ouais, mais j'ai appuyé. Roger. Celui-là, il marche. Voilà. Bah, on va arrêter les questions et puis l'intervention de Claude Poissonneau. Voilà, là-dessus. Bah, je remercie Claude Poissonneau de son intervention. Je crois qu'on aurait beaucoup de choses à échanger parce que c'est intéressant. Comme quoi ça bouscule et puis voilà, ça vous interroge aussi. Donc c'est toujours bien de se faire secouer un petit peu. Donc, mais il le fait de façon très intéressante, Claude. Donc je le remercie. C'est vraiment, voilà, ça nous apporte beaucoup de choses. On va passer la parole à Linda Lindel et puis à Thierry Nusslin pour faire voilà, la présentation aussi de leur mission. Et après 11h10, je demanderai juste après aux intervenants de la première table ronde de venir s'installer. Voilà, merci.